Salut tout le monde, bonjour à tous, bon week-end à tous. Montpellier 35 degrés, mais moi je suis 35 degrés, je survis pas mec. Déjà pour moi 20 degrés en Islande, c'est la canicule quoi. Je peux pas travailler par ce temps-là. Des nouvelles de Starliner. Ils ont fait des essais au sol. On a toujours pas de Patopto. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout. Bon, Green n'est pas là aujourd'hui, il a son concours annuel de Mister Twerk au Brésil. Donc vu que c'est un des favoris, là il est busy quoi. Normalement il sera peut-être de retour la semaine prochaine avec des bonnes nouvelles, allez savoir. Bon, on a quand même eu... on a eu une activité calme au niveau des tirs. On a eu aucun tir cette semaine. Bah ouais, la Falcon 9 est toujours clouée au sol après l'incident de la semaine dernière. SpaceX a demandé à la FAA si elle pouvait tirer juste Starlink. Et on attend une réponse de la FAA, donc bah, ouais, c'est comme ça. Mais on a quand même eu de l'activité, donc on va parler un petit peu de tout ce qu'on a vu cette semaine, parce qu'on a vu quand même des belles choses. Ça va presque être la minute que SpaceX, hein, malgré qu'il n'y ait pas de Falcon 9, hein, il y a quand même des choses à dire. Bon, ça c'était hier. Hier, par accident, Curiosity, ok, maintenant un vieux rover sur Mars, mais qui est toujours là, qui bosse. Curiosity a pété des cailloux avec sa roue, parce que les rovers sur Mars ont des énormes roues métalliques qui exercent beaucoup de pression sur le sol, et parfois, bah, ils font pas que retourner le sable. Et par accident, ils sont tombés sur les premiers cristaux de soufre pur, jamais trouvés sur Mars. Un accident. Ils ont pété le rocher avec les roues et avec les câbles, ils ont vu ça, ils ont dit putain, c'est du soufre. On a trouvé du soufre sur... on n'avait jamais trouvé de soufre sur Mars. Et bah là on a trouvé des cristaux purs de soufre, ce qui est assez incroyable quand on y pense. Mais voilà, c'est tombé par accident, c'est assez incroyable. Mais ouais, preuve que parfois, le hasard fait bien les choses. Hein. Ouais, c'est assez dingue. Et voilà. Ça a été pris cette semaine à Cap Canaveral. Regardez. C'est les jambes d'atterrissage du premier étage de la New Glenn. Ça n'avait jamais été vu avant. Vous vous rappelez que la New Glenn, qui doit normalement voler cet été, j'ai du mal à y croire, hein, parce que la barge, elle est encore à Brest. Hein. Oui, elle est à Brest, la barge. Elle a été produite en Roumanie ou en Bulgarie, je crois. Matez-moi ça. Donc normalement, le premier étage de la New Glenn doit revenir se poser sur une barge. Et on n'avait jamais vu... C'est pas trop lourd ce système. Écoute, on va faire confiance aux ingénieurs de Blue Origin. Donc voilà les jambes d'atterrissage de la New Glenn qui se déploient. Voilà à quoi ça doit ressembler quand la New Glenn reviendra se poser sur une barge. Donc ouais, c'est très intéressant de voir le dispositif. Dessous là, il y aura 7 moteurs BE4 qui vont revenir se poser. Plutôt rapide, hein. Plutôt rapide. À voir... SpaceX a mis du temps à maîtriser le retour de la Falcon 9. On sait que Blue Origin a déjà de l'expérience avec la New Shepard. À voir si la New Glenn va... ça va être intéressant. Très intéressant. En tout cas, le dispositif, ouais, est pas dégueulasse. Hein. La Falcon 9 a 4 jambes. Là, on voit qu'il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 peut-être de l'autre côté. 6 jambes. Comparé à 4 à une Falcon 9, mais la New Glenn est aussi un plus gros bébé que la Falcon 9. Donc on verra bien. On verra bien. Mais plutôt classe. Hein. 7 pour 7 moteurs. Ouais. Ouais, peut-être que c'est 7, hein, allez savoir. Hein. Peut-être que là, on voit pas de l'autre côté. Regardez là. 1, 2, 3, 4. Moi, je dirais 6. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, je pense. Peut-être 7, mais je dirais 6. Donc on verra bien. En tout cas, ça avance chez Blue Origin. On a vu que les moteurs BE4, ils les sortent maintenant. Ils ont une bonne chaîne de montage de lancer. Aucun BE4 n'a eu de problème. On attend le vol de la prochaine Vulcan, qui volera à vide. Et on verra bien. On verra bien, mais on attend tous avec impatience de voir la New Glenn au pad. J'ai du mal à croire que ça va voler cet été. Hein. Après, Blue Origin, ils savent nous surprendre. On verra. On verra. Artung. Ce pseudo toujours sorti de l'enfer. Merci pour tes 3 mois, mec. Artung. Génial. Le chat a de l'humour quand même, hein. On peut dire ce qu'on veut, mais voilà. Vous vous rappelez il y a 2 mois ou 3 mois de cela, SpaceX avait tiré à bord d'une Falcon 9, bon on sait qu'on tire beaucoup, des nouveaux satellites d'observation de Maxar, la nouvelle génération de Maxar qu'on appelle les Légions. Maxar a diffusé sûrement ce qui sont les satellites les plus précis aujourd'hui sur le marché.
30 cm de précision. Regardez, je zoome. Ça, c'est des vues satellites, les gars. Maxar. Donc ça, c'est les nouveaux satellites Légion de Maxar. Maté. Là, vous pourriez faire un doigt d'honneur. On le verrait. Vous pouvez montrer votre bite. Ça se verra. Bienvenue dans le nouveau monde, les gars. Maxar, qui est une boîte privée, mais qui... vous pouvez payer Maxar hein, pour qu'ils vous prennent des photos d'un endroit. Vous, là, sur le chat, si vous avez 10 000 ou 15 000 euros, vous pouvez payer Maxar et ils vont vous prendre des photos. Donc souvent, Google paye Maxar pour faire Google Earth. Par exemple, vous verrez souvent sur Google Earth, tout en bas, vous aurez marqué Maxar Inc. Technology. Donc Maxar a montré c'est de la pub, hein, a montré la qualité de ces nouveaux satellites. Totalement dingue. Attendez, je vais mettre mon chat. Chat sur l'écran. Hop. Hop. Voilà. Impressionnant. On ne connaît pas leur résolution. Je crois que c'est du 30 cm. C'est du 30 cm. La résolution est dingue. Attends, j'ai d'autres photos. Hein. Regardez, échangeur routier. La précision, la qualité est dingue. Et comprenez que ça, c'est pas étatique. C'est une compagnie privée qui fait ça. C'est Maxar. J'ai souvent parlé de Maxar dans la minute spatiale parce que c'est des gros clients du Deep Space. Une compagnie qui est très discrète mais qui a énormément de clients, entre autres chez les États, pour faire ce genre de clichés. Là, c'est leur nouvelle génération, c'est les nouveaux Légions, les satellites Légion qu'on connaissait pas. Donc, très très impressionnant, la qualité des... regardez ça, stade de foot. Et encore là, je pense même que la qualité de la photo est plus claire avec le satellite qu'avec le rendu qu'on a de la qualité là sur Internet. Dingue, hein? Très impressionnant. Donc ouais, Maxar avait fait grand bruit il y a quelques mois de cela. Parce que vous pouvez... ce qui laisserait bien sur les capacités militaires du coup. Mais Maxar bosse pour l'armée. Tu crois que le Pentagone, ils font appel à qui? Hein, le Pentagone n'a pas forcément toujours ses satellites de près. Donc le Pentagone paye Maxar pour des clichés. Un des problèmes, justement, de ce genre de clichés, c'est qu'il y a quelques mois, on s'est rendu compte que les Russes, via une compagnie écran aux US, payaient Maxar pour des clichés en Ukraine. Pour des clichés de base aérienne en Ukraine. Ça avait fait grand bruit dans certains milieux que les Russes eux-mêmes utilisaient Maxar pour faire de la reconnaissance satellitaire quand leurs satellites n'étaient eux-mêmes pas disponibles. Eh, l'argent, vous savez, 10 000 euros pour des clichés d'une base aérienne extrêmement précis comme celui-là, ça les vaut largement. C'est beau, hein? Mais bon, c'est le problème quand vous passez par des compagnies privées qui, eux, tant que vous les payez, ils font le boulot. Donc à quel moment le Pentagone est venu dire à Maxar, attention à qui vous vendez certains clichés quand même. Aïe aïe aïe. Donc ouais, très intéressant. Hein. Donc voilà les nouveaux satellites Légion. Il y en a encore plusieurs, je crois, qui doivent décoller des Légions. Mais c'est la nouvelle génération de satellites pour Maxar. Donc assez incroyable. Bon bah écoutez, maintenant on va attaquer la minute SpaceX. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Hein. C'était il y a 2 semaines, je crois. SpaceX avait remporté un énorme contrat. De près de 800 millions de dollars pour désorbiter l'ISS. Donc pour détruire l'ISS en 2030. Donc vous voulez la désorbiter sur l'amener exactement, vous voulez souvent pour la faire rentrer dessus le Pacifique, devant une étendue de flotte. Et on se demandait tous, qu'est-ce que SpaceX va utiliser pour désorbiter l'ISS? Est-ce qu'ils vont utiliser Starship? Un Starship modifié? Il s'avère que SpaceX a laissé filtrer un artwork. Ça va être une version modifiée de Crew Dragon, avec sûrement une chier, donc c'est une capsule Dragon avec sûrement une chier de moteurs Draco. Donc les moteurs Draco, c'est les moteurs de la capsule Crew Dragon. Et ils vont sûrement faire un espèce de Crew Dragon modifié pour désorbiter l'ISS. C'est extrêmement compliqué de désorbiter l'ISS parce que déjà c'est une énorme masse et vous avez les panneaux solaires qui sont extrêmement gênants et qui font barrage. Donc ouais, vous allez avoir besoin de pas mal de puissance. Donc on a sûrement, donc c'est le premier artwork qu'on a, donc c'est prévu pour 2030, il y a de la marge. Hein. Mais ils vont sûrement... On aurait tous aimé voir un Starship amarré à l'ISS, mais ce sera pas un Starship, donc sûrement une version bâtardisée, modifiée de Crew Dragon. Par contre, on se demande avec quoi ils vont tirer ça. Un sorte de remorqueur spatial, mais absolument. C'est ce qu'on va appeler un tug dans le milieu, Space Tug. C'est un remorqueur. C'est un remorqueur qui va avoir pour objectif de désorbiter l'ISS et la détruire. Ce sera une page d'histoire qui va se tourner, mais c'est pas avant 2030, il y a encore le temps de voir venir. Mais la question c'est quel poids va faire cet engin? Qu'est-ce qui va le tirer?
Qu'est-ce qui va tirer ça? Une Falcon Heavy? Ça rentrera pas dans une Falcon 9, hein. Une Falcon Heavy, peut-être? Allez savoir. Alors, tu pourrais la... En fait, tu pourrais laisser Dame Nature se faire que l'ISS se désorbite toute seule. Vous savez que l'ISS est très très basse. L'ISS, elle est en permanence en chute libre. Il faut tout le temps remonter l'altitude de l'ISS parce qu'elle descend tout le temps. Elle est en chute libre, l'ISS. Donc là, on pourrait laisser Dame Nature faire son effet. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous allez perdre le contrôle de l'ISS. Il va être impossible, avec nos moyens actuels de puissance, de définir exactement où l'ISS va rentrer. Et nous, on veut éviter que l'ISS... l'ISS, ça serait un énorme débris spatial et on veut le foutre à la flotte. Voilà. Donc ça peut être... on va éviter de faire comme les Chinois, absolument. On va éviter de faire comme les Chinois. Donc ouais, la NASA a été prête à faire un très gros contrat, presque 1 milliard, pour... tant mieux, c'est de l'argent qui rentre pour SpaceX. On va pas se plaindre. Hein, voilà. Donc ouais, allons à Boca Chica. Parce qu'à Boca Chica, on a eu une semaine de zinzin. Vous vous rappelez que B12, en vue du 5e vol, on a B12 qui était au pad la semaine dernière. Et on attendait un feu statique de B12 imminent. Tout était prêt. Et bah, SpaceX n'a pas déçu. On a eu un feu statique. C'était lundi ou mardi, je crois. B12 au pad. Donc c'est le candidat pour être récupéré par les Chopsticks. Peut-être que lui ne sera pas détruit. Attendez. Le son est pas bon. Allez, il faut qu'on entende les 33 moteurs Raptor cracher. Hop. Hop. Matez-moi ça un peu. On s'y habitue maintenant. Hein. Mais la performance de voir ça, les 33 moteurs Raptor, avec le déluge d'allumés, on se remate. Truc de dingue, hein. Super. Allez, une petite à la fin. Ils font ça avec une facilité maintenant du premier coup et tout à chaque fois. On commence à bien connaître maintenant les procédures de SpaceX. Hein. Oh là, regardez ça. Incroyable. Ça en jette, hein. Là, c'est au ralenti. Hein. Ça a duré 5 secondes, hein, le feu statique. Généralement, ils font des feux statiques de 5 secondes. Incroyable. Ouais, on a du mal à concevoir qu'il y a déjà eu un tir il y a 2 mois et qu'on est déjà en train de préparer un nouveau booster. C'est... Les ondes de choc. Alors, figure-toi que c'est pas des ondes de choc. En fait, là, vous avez le système de déluge qui s'active pour casser justement les ondes de choc et protéger le pad. Donc là, l'eau, au contact de la chaleur des moteurs, va se transformer en une vapeur légère au début. Vous voyez? Attendez. Vous voyez? Là, le blanc, c'est de la vapeur d'eau. Sauf que la puissance est telle que la vapeur va passer à un stade au-dessus. Et la vapeur, c'est de la vapeur ultra compressée. Et la vapeur ultra compressée ne fait plus de nuages. Donc là, vous allez voir, vous avez au début l'eau qui se transforme en vapeur douce. Et après, la vapeur va être tellement compressée par les moteurs que les nuages vont disparaître. Et là, en fait, vous n'avez pas des ondes de choc. Vous avez aussi des ondes de choc. Mais vous avez surtout de la vapeur compressée. Regardez, attendez. Vous voyez? La vapeur disparaît et là, vous avez de la vapeur ultra compressée. Qui nettoie en fait la vapeur normale. Là, vous avez toujours de la vapeur, mais c'est une forme plus compressée de vapeur, vous savez. Voilà. Hop là. Et le suivant. Vue du dessus. Là, on voit bien. Regardez, là, ça dure 13 secondes, donc c'est à vitesse réelle. On voit bien les différents types de vapeur. Regardez, les systèmes de déluge s'activent. Vapeur. Et regardez la vapeur compressée. Voilà. Génial, hein. C'est un miracle d'ingénierie, ce que vous voyez là. C'est de la folie. Et ça marche tellement bien. Allez, petite info. C'est propre, hein. Et on parle de la com. Est-ce qu'on parle de la com un peu? Hein?
On parle des drones en HD. Et les photos. Hein. C'est incroyable. C'est juste un feu statique, mais putain. C'est le premier étage le plus puissant sur Terre, quoi. On n'a jamais fait ça. Alors, je suis pas sûr que à seulement... Alors là, ils allument entre 20 et 30% de la puissance du booster, pour pas que le booster s'envole, hein, comme en Chine. Je pense pas qu'on soit devant une Saturn V, mais pas loin, en tout cas. Regardez ça, incroyable les photos. Donc ouais, c'est propre. C'est très très propre. Sachant que... attendez, je vais remettre ça. Voilà. On n'a pas eu de nouvelles, mais visiblement ça s'est très bien passé. Puisque le lendemain, ça n'a pas traîné. Attendez, je vais laisser tiens. Le lendemain, B12 a été directement renvoyé au hangar. Donc on suppose que le feu statique s'est très bien passé. Donc ça, c'est les procédures de base. On commence à connaître maintenant ce que fait... je vais vous remettre les photos. Les photos sont dingues. On commence un peu à connaître les procédures SpaceX, vu qu'on arrive sur le 5e vol. D'abord le feu statique. Donc le feu statique de Starship, qui lui a été fait il y a longtemps, avec les 6 moteurs. Là, c'est le feu statique du booster, Super Heavy, avec les 33 moteurs. Si le feu statique est bon et que la data est bonne et qu'il n'y a pas besoin de changer de moteur, c'est déjà arrivé qu'on ait plusieurs feux statiques parce qu'il y avait des problèmes de moteur ou que la data n'était pas bonne. Donc si tout est bon, on renvoie le booster au hangar pour commencer à faire ses préparations de vol, parce que là le booster n'est pas encore certifié vol, il faut qu'on lui mette son anneau de hot stage, il y a des préparations à faire et tout ça. Donc là c'est les préparations finales. Et ensuite, on ramène tout ça au pad, on fait un full stack, on fait un WDR, et dès que le WDR est prêt, on attend le feu vert de la FAA, on met les FTS, les Flight Termination System, donc les explosifs. Bah, vous savez que là, on est à même pas peut-être 2 semaines d'un vol. Hein. On a, Elon Musk avait dit début août, on est peut-être à 2 semaines d'un vol, 3 semaines d'un vol. En tant que spécialiste du béton en performance, je m'incline devant la conception du pad. C'est assez incroyable. Hein. Ce qu'ils font avec le béton. Sachant qu'au début, ils avaient le premier vol, ils ont totalement détruit leur pad, ils ont pulvérisé leur pad, mais ils ont été capables de le reconstruire très rapidement, de l'optimiser. Et c'est vrai qu'il y a des maîtres du béton chez SpaceX. Moi, je suis sidéré à la vitesse. Vraiment, il faut laisser le béton reposer. Mais j'ai l'impression qu'ils ont des pros et ça va à une vitesse. Donc ouais, les images du feu statique sont incroyables, mais dites-vous que ça n'a plus rien d'exceptionnel maintenant, mais ça l'est quoi. Ça l'est encore en termes de performance. Ça l'est encore en termes de performance. Donc si t'es un spécialiste du béton, voilà, qui va t'intéresser plus que peut-être le feu statique. Vous vous rappelez qu'il y a une autre tour en construction pendant qu'ils font tout ça. Il y a une autre tour en construction. Et que la semaine... Donc, regardez, là, derrière, vous avez le booster, B12. Donc là, cette photo est obsolète. Parce que ça a été pris, je crois, lundi, cette photo. Donc sûrement au moment du feu statique. Et ils construisent un deuxième pad. Donc là, tout le socle en bas, c'est du béton. Ça a été coulé très très rapidement. Ils ont coulé ça en quelques jours. Jour et nuit, hop, tac, 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 tac. Et ils avaient, dans la foulée, stacké le premier compartiment. Donc la semaine dernière, il y avait seulement un tronçon de stacké. Et c'était déjà exceptionnel. Elle a été longue à construire l'autre tour. Et bien là, ils ont optimisé. Ils ont optimisé la construction des tours. Dites-vous que, en même temps qu'ils faisaient les feux statiques à quelques heures près, ils ont stacké un deuxième tronçon. Vous le voyez là, le deuxième tronçon qui est venu par-dessus en quelques jours. Hein. Et c'est tellement bien optimisé que désormais, regardez, ça c'est une vidéo, vous voyez, l'ascenseur fonctionne sur les 2 tronçons. Les systèmes, et ça c'est quelque chose qu'ils ont optimisé au fur et à mesure qu'ils ont appris avec les tours. Un des problèmes de la première tour, c'est que c'était vraiment un squelette sans infrastructure. Il a fallu rajouter toutes les infrastructures après. Et ils se sont dit, ça marche pas, c'est trop long à faire. Et ils se sont dit, maintenant, on va faire du vrai Ikea. Tous les tronçons seront tous équipés de l'infrastructure directement. Comme ça, on n'a plus qu'à souder et relier. Ça inclut l'élévateur. Et là, regardez, vous avez l'élévateur qui fonctionne sur les 2 premiers tronçons. C'est un truc de dingue. En termes d'optimisation de temps, tout est déjà prêt, tout s'emboîte. Et ça va aller très très vite pour faire cette tour. Tellement vite qu'ils ont amené un 3e tronçon. Regardez, 3e tronçon. Il y a quoi, 3 jours de cela? En 1 semaine, ils ont stacké. Là, vous voyez, on a accéléré ce que ça donne. Regardez ça. Vous vous rendez pas compte de la taille de ces monstres? Regardez les gens. Ce sont des monstres. On parle c'est une méga structure. Et les mecs vous ont stacké 2 tronçons en 1 semaine. La tour, elle va être finie, elle sera finie fin août. Et les chopsticks ont été amenés à Sanchez
Tout est prêt déjà, tous les tronçons sont prêts, les chopsticks sont là. Ça va aller tellement rapidement pour stacker la tour. Et après, il va falloir construire la table orbitale et tout ça. Mais ça va vite. Vous avez vu ça, ça va vite. Il y a un mois, il n'y avait rien. Il y a un mois, quand vous suivez les minutes spatiales, il y a un mois, il n'y avait rien. En moins d'un mois, ils vous font ça. Par rapport aux deux autres tours, ils vont si vite, c'est ça. Par rapport aux deux autres tours, surtout la première, on voit qu'ils ont énormément travaillé pour rendre cette méga structure facile à monter, à assembler. Comprenez qu'ils ne construisent pas. Ils assemblent. Tout est déjà prêt, préfabriqué. Ils assemblent comme des kits, comme du kit. Ce qui fait quand vous pensez qu'il faut 1 milliard de dollars et parfois des années pour construire un pad, allez voir le pad d'Ariane 6. Les années qu'il a fallu pour faire ça. Je pense que dans 6 mois, le pad est prêt. À la vitesse à laquelle ils vont, je pense que fin décembre, le pad sera presque opérationnel. C'est pas la tour qui est le plus rapide à faire, qui est le plus long à faire, ça va être sûrement après toutes les canalisations, amener les canalisations de la ferme et aussi après la table orbitale. Donc ouais, on a... c'est un truc de zinzin, hein. Regardez la taille des gens. Donc là, ils sont en train de stacker le troisième. Un truc de fou, quoi. La table orbitale, ça va être du boulot. C'est sûrement ça qui est l'objet le plus complexe avec les chopsticks et l'hydraulique des chopsticks et tout ça. On se rend pas compte de ce que c'est. Oh, Galpin, je vais avoir des problèmes avec tes sous-entendus là. Donc ouais, c'est un truc de... c'est impressionnant. C'est très très impressionnant. Ah, t'apprendras, Galpin, que c'est surtout du travail de Mexicains, hein. Les mecs qui bossent, là, il y a un paquet d'immigrés et compagnie, hein. Mais ça bosse bien, hein. De toute façon, tu sais, quand tu prends des gens compétents et que tu les payes très bien, il y a une grande probabilité qu'ils vont faire du bon boulot. Tu sais, c'est quelque chose en France qu'on a oublié. Si vous payez très bien les gens, ils vont superbement bosser. Ils sont bien payés, ces gens-là. Ils font des horaires de malades. Mais quand vous voyez le travail, voilà, quoi. Hein. Vous voyez le travail, c'est des trucs de fou, quoi. Donc pendant ce temps-là, à Starbase, donc voilà, en une semaine, apprécié. Ça, c'était en début de semaine. Voilà, en début de semaine, on a eu la photo, elle est incroyable. Il y a un côté artwork. C'est pas des frontaliers, plutôt. Je suis pas sûr qu'ils prennent des frontaliers mexicains pour bosser. C'est une bonne question, mais je ne pense pas même qu'ils aient le droit. Je pense que c'est des locaux. C'est des locaux, tout simplement. Tu sais, on est à Port-Isabelle, je suis sûr que tu as un pourcentage de la population qui est d'origine mexicaine, parce qu'on est littéralement sur la frontière mexicaine. Donc ça serait... toutes les vidéos et photos que j'ai vues, il y a toujours un paquet de latinos qui bossent à Starbase, en tout cas. Écoute, en tout cas, ça bosse bien. On peut dire ce qu'on veut, mais... Donc ça, c'était lundi. Et ça, c'était hier. Vous vous rendez compte? Bon, je sais pas, c'est fou, quoi. C'est fou. En l'espace d'une semaine, le travail a battu, quoi. Donc sûrement que, à ce rythme, s'il continue à ce rythme à stacker, dans 2 semaines, la tour aura atteint sa taille maximale. Sa taille d'opérationnalité, on va dire ça comme ça. C'est totalement dingue. Donc ouais, pendant ce temps, on a eu des... donc j'en ai souvent parlé, mais tous les Starships qu'on voit là sont des Starships V1. Sûrement que ces Starships n'auront jamais de charge utile, c'est des prototypes. Ils sont là pour permettre à SpaceX d'apprendre à utiliser les engins. Il y a combien d'éléments superposés au final? On pense qu'il y en a 8. Faudra aller faire un tour à Sanchez pour voir exactement. Je crois qu'il y a 8 éléments. Cette tour va être plus haute que la précédente parce que cette tour va accueillir Starship V2. Donc ouais, tout ce qu'on voit là, c'est Starship V1. Ça donne quoi l'arrêt de la Falcon 9? J'en ai déjà parlé au début. Fallait être à l'heure, Belisarius. Ah ah, tu vas voir la rediff. Elle est toujours plus au sol, mais normalement SpaceX a fait une demande pour avoir le droit de tirer uniquement les Starlink. Donc à voir, on attend les retours de la FAA. Hop là, donc ouais, non, tout ce qu'on voit là, c'est pour tous les Starships qu'on voit sont des Starships V1 avec 33 moteurs en bas, 6 moteurs en haut, 39 au total. Et c'est vrai que Starship V2 va être plus haut, plus grand. On est censé avoir 35 moteurs Raptor en bas et 9 au-dessus. Donc on aura 35 plus 9, 45, 44. On aura 44 moteurs Raptor sur le machin, c'est dément. Et il va falloir ça arrive vite. On a souvent eu que des rendus, mais on commence à avoir les premières photos de Starship V2. Donc là, vous avez... Comprenez, ils montent ça en tranches, hein. Ça semble un peu bizarre, mais c'est tellement bien optimisé. Ils ont déjà le bouclier thermique d'installer sur les tranches.
et ils empilent les tranches. C'est vraiment de la production en série. Donc ça, donc les gens traquent les numéros d'étiquettes. Généralement, c'est marqué sur les étiquettes de quel Starship il s'agit. Et on commence à voir les premières tranches de V2 qui arrivent. Donc là, on a ça, c'est du V2. Vous voyez qu'il y a la porte qui délivrera les, ce qu'ils appellent the Pace Door, qui délivrera les satellites Starlink. Donc là, c'est les premiers compartiments de Starship V2. Eux auront vocation à aller sur l'autre tour, très probablement. Et on a même, vous voyez la différence des deux Starships? Là, vous avez un Starship V1. Vous vous rappelez du dernier vol? Le flap qui était en train de mourir, on reconnaît le même flap. Et ça, c'est un Starship V1. Et regardez, là, on a un Starship V2. Ils sont en train de commencer à apprendre de leurs erreurs et de design. Et regardez le flap qui est beaucoup plus petit et qui va éviter certaines zones ultra chaudes de la réentrée. Le flap a été allégé, assoupli et beaucoup plus fin. Donc on commence déjà à avoir les premiers composants de V2 qui arrivent, la position des tuiles, tout. On a vraiment là un nouveau Starship qui arrive, ce qui est fou. On n'est même pas dans un an dans le programme, on est 1 an et demi, 1 an et quelques mois après le premier vol. On a déjà un nouveau Starship qui arrive, qui va être beaucoup plus puissant, plus haut. Et on voit déjà les améliorations de design en termes de placement des tuiles, en termes des flaps allégés. C'est très impressionnant. C'est totalement dingue. Mais c'est propre, hein. Voilà il y a des gens qui font ça toute la journée, hein. Là, moi, je vous fais que... C'est pas moi qui fais ça, hein. Là, vous avez, c'est la padrée qui sont parmi les mecs qui ont des caméras partout et qui suivent tout ça en détail. Je ne fais que recopier leur travail. Et c'est vrai qu'il est possible de suivre tout ça avec des caméras en live et tout. Il y a des gens qui font ça très bien. Et ça on est quand même bien renseignés sur le programme. Voilà. C'est quoi la composition des tuiles? C'est une bonne question, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais c'est assez incroyable, les tuiles. Tu peux les chauffer à la torche comme ça et après tu peux les prendre dans la main, tellement elles sont faites pour disperser la chaleur rapidement. Ce sont des alliages. Tu trouveras ça facilement sur Wikipédia. Généralement, on évite de parler de trucs trop techniques parce que ça intéresse pas forcément les gens d'avoir des noms d'alliages et de composition et tout ça. Mais tu vas trouver ça facilement. Déjà parce qu'on a un passif avec ça avec la navette spatiale. La navette aussi avait des tuiles similaires. C'est de la céramique généralement. Pas du titane. Pas de titane. Surtout pas de titane. Céramique. Donc ouais, on verra donc bientôt sûrement un Starship V2 en assemblage. Le Starship V2 va être beaucoup plus fin, plus haut. Ça va être... on a hâte de voir. On a vraiment hâte de voir. Et... ouais, donc qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? Dès que B12 va être prêt en vol, on va avoir un full stack. Ils vont amener B12... Ils vont amener, c'est lequel? C'est le chat, rappelez-moi. C'est S30 ou S29? On en est où avec les Starship? B12 a fait, c'est S30? S31? S29? S28? S29 je crois peut-être? Ou S30? À chaque fois j'oublie. Plus fin, le diamètre est le même. Alors plus haut. Le diamètre est le même, mais il sera plus haut alors. Forcément, si tu as plus de moteur, va falloir plus de carburant. On verra bien. Hein. De toute façon, on sera fixé quand on le verra totalement assemblé. Ça va être propre. Regarde sur Wiki, bah ouais. Mais moi, j'ai un chat à mon service, pas toi, tu vois. Moi, j'ai des personnes qui regardent, donc j'espère qu'il y en a un qui va aller voir pour moi, tu vois. Bah ouais, Belisarios, on vit pas dans le même monde, toi et moi. C'est l'avantage d'avoir un chat, ou alors parfois dans le chat des gens qui connaissent ou qui sont plus à jour que moi. Donc ouais, en tout cas, le plan c'est qu'on va avoir un full stack, comme d'habitude. B12 va être amené au pad, S30, on va avoir un full stack. On va avoir un premier petit essai où ils vont tout tester, pressurisation, ils vont amener un petit peu... c'est S30, merci Dragon Hunter. Tu vois Belisarios? Regarde! Moi, j'ai Dragon Hunter qui arrive, qui me dit PP CS30. Ah ouais, Belisarios. Toi et moi, we are not the same. Donc ouais, on va avoir un full stack, S30, B12. Ils vont faire un premier petit test en mettant un peu d'ergol. Ils vont tester la pressurisation.
Et une fois que le test aura été réussi, on va avoir un full WDR où ils vont remplir tout d'ergol. Après ça, ils vont désassembler, si le WDR est bon, ils vont désassembler S30 et B12. Et dès qu'on va voir les explosifs être mis en place, les FTS, donc les FTS sur S30 et sur B12, ça voudra dire que la licence de tir de la FAA sera vraiment pas loin et que le tir sera prêt. Et ça peut se faire en 2 semaines. Je pense que début août, première semaine de août, deuxième semaine de août, on va avoir un nouveau tir de Starship. Ça va être incroyable. Parce que rappelez-vous que si... Alors, moi je pense que c'est pas encore sûr à 100%, mais ils vont essayer de récupérer le booster. Le booster va revenir se poser à la tour. On vit dans quel monde? Moi ça me rend heureux ça. Désolé là, je suis enjoué, mais ça me rend heureux de voir ça. C'est de la folie. Voilà quoi. Donc ouais, on attend les prochaines semaines avec impatience. Voilà. Après, on a eu quelques petites zones news, mais c'est beaucoup de bureaucratie et de paperasse et tout ça, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Il y a le rover Viper qui a été annulé par la NASA, malheureusement. Étant donné qu'entre S30 et la future génération, est-il pas trop obsolète pour tenter un rattrapage? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'ils veulent de la data. Ils veulent, quitte à perdre leur pad, vu qu'il y a ils veulent de la data. En fait, le pad est déjà obsolète. Comprends que le pad qu'on a là est prévu pour Starship V1. Donc le nouveau pad qui arrive avec la nouvelle tour, ça va être fait pour Starship V2. Donc je pense qu'ils sont prêts à accepter l'idée que si ils veulent de la data. Ils veulent récupérer de la data à tout prix, quitte à perdre le booster. Quitte à perdre le pad, pardon. Le booster, s'ils récupèrent le booster, ça sera pour eux une incroyable mine d'or de données. Mais ils considèrent que leurs Starship maintenant sont déjà obsolètes, qu'ils ont peut-être eu ce qu'ils voulaient avoir en termes de data. Bah ouais, rappelez-vous que le 4e vol a été parfaitement réussi. Ils ont posé le booster dans le golfe du Mexique, ils ont posé Starship a survécu à la réentrée, et ils l'ont posé dans l'océan Indien. Ils savent déjà ce qui va pas avec Starship. Et là, maintenant, ils veulent du bonus. Ils vont essayer de récupérer, je pense, B12. Voilà, un des objectifs majeurs, ça va être la récupération de B12 et dans les chopsticks. Ils veulent récupérer cette data. Ça va être incroyable, je pense. C'est déjà incroyable ce qu'on voit, mais le voir en live, là, oh là 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 là, on sera levé tôt. Hein. C'est le booster qui va revenir atterrir au pad, pas le chip. Ouais, c'est le booster, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, Pépère. C'est bien sûr B12 qui retourne se poser dans les chopsticks. Starship, ils vont le cracher dans l'océan Indien. Mais B12 va faire une orbite complète pour revenir, je pense pas. Je pense pas que B12 va faire une orbite complète. Oh non, 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 mais B12 pas du tout. B12, il monte à 100 km d'altitude et il redescend. Ça tire quand? C'est la question que tout le monde se pose, Galpin. Par rapport à feu statique réussi, si on suit la logique de tous les tirs précédents, ça pourrait tirer première ou deuxième semaine de août. Ça va dépendre de beaucoup de choses, de la FAA, ça va dépendre du WDR, il faut qu'ils réussissent leur wet dress rehearsal parfait. Et si tout ça se passe bien, je vais partir du postulat que tout se passe bien, première semaine, deuxième semaine de août, je pense qu'on peut avoir un tir. Ce qui est un truc de malade, hein. Vous vous rendez compte qu'ils ont tiré il n'y a pas longtemps. Oh là 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 là, quelle époque on vit. Est-ce que Viper peut être sauvé par le Sénat américain? Non, Viper est condamné déjà. Dommage, c'est terrible parce qu'ils mettent tellement d'argent dans la SLS. Je serai au télétravail grâce au JO. Ah, Galpin, l'escroc. Tu profites bien des JO, toi, Galpin, là. Tu vas être à glander chez toi tout le temps. Je vais pouvoir mater ça. Écoute, Galpin. T'étais pas là pour les précédents, Galpin? T'étais au taf quand... C'est vrai que ça tire tout le temps sur des horaires qui ne sont pas favorables, Galpin, toi. Ça tire tout le temps en début d'après-midi. L'heure à laquelle tu bosses. Quand t'es pas en télétravail ou à glander chez toi. Bah écoute, là, tu seras chez toi. C'est un événement en live, Galpin. Hein. L'émotion est là. Hein. De voir ça, là, c'est de la folie. Hein. Donc ouais, on espère que la semaine prochaine, on aura des news pour la Falcon 9 aussi, qu'elle reste pas clouée au sol trop longtemps, ne serait-ce que pour Starlink et les autres missions qui sont en cours, et on verra bien. Hein. Que seront les JO? On s'en fout des JO, on n'est pas pour parler de ça, c'est pas mon problème, voilà. Ça tire le jeudi à chaque fois, ah là là, d'accord, bah, c'est bien. Bon écoutez, on va s'arrêter là, on aura sûrement des news la semaine prochaine. Est-ce qu'on aurait un full stack la semaine prochaine? On est quand? On est le 20.
Potentiellement, on peut avoir un full stack la semaine prochaine. Vous imaginez la tour en construction, un full stack la semaine prochaine avec WDR. Oh, ça serait tellement incroyable. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Ce soir, je ferai du Warhammer Total War. Avec la Bretonnie, je continuerai. Demain, je ferai du War Thunder en fin de matinée, début d'après-midi. Avant le Grand Prix de Formule 1 de Hongrie. Et en soirée, je ferai du Age of Empires 2. S'il y a des gens qui veulent jouer avec nous, vous êtes la bienvenue. Il est grand temps qu'on fasse quelques games. Et voilà, bon, sur ce, je m'arrête là. Passez un bon week-end. Bonne fin de semaine, profitez bien. Et